Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Autant le dire tout de suite, cette vidéo est l'une de celles qui me tient le plus à cœur. Pourquoi? Parce que le concept que nous allons voir est si simple, si évident et les résultats si spectaculaires que c'est selon moi la première action à mener dans tout projet d'amélioration industrielle. Comment allons-nous procéder? En raisonnant par l'absurde. Si nous découvrons ce qu'il faut faire pour détruire les performances d'une ligne ou d'une usine, pour atteindre le pire et la faillite, alors nous saurons que pour atteindre l'excellence industrielle, il sera nécessaire de faire le contraire. Avant de commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur le cas idéal, je vous recommande de la regarder tout de suite en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet et reprenons notre ligne de production dont la gamme de fabrication consiste en 4 étapes de 2 heures et considérons, encore une fois, que nous fonctionnons avec un encours constant de 2 pièces. Comment pourrions-nous nous y prendre pour avoir les cycles les plus longs possibles, en considérant que nous avons toujours au moins une pièce en cours sur une des 4 opérations? Pour ceux qui n'en ont aucune idée, je vous laisse 10 secondes pour appuyer sur pause et prendre le temps d'y réfléchir. Car pour ma part, ça n'a pas été une évidence, et lorsque j'ai découvert la solution, cela a été une révélation, un déclic dans ma tête de producteur. Et si vous pouviez vivre cette même révélation, ce serait pour moi la plus belle des récompenses. La pause étant passée, voici comment faire pour avoir les pires cycles possibles. Nous attendons que les deux pièces soient finies à la première opération pour les transférer à la seconde, où nous faisons la même chose, et ainsi de suite. La pire solution consiste donc à attendre que tout l'encours soit réalisé à une opération pour transférer l'ensemble des pièces à l'opération suivante. Avec ce fonctionnement, à chaque opération, le cycle de chaque pièce est de 2 fois le temps opératoire, donc 2 fois 2 heures, 4 heures. Le cycle total est la somme des cycles à chaque opération, donc 4 fois 4 heures, 16 heures au total. Vu d'une autre façon, le cycle total est égal à 2 fois le temps gamme T0. Et au bout de 16 heures, nous avons livré 2 pièces, soit une pièce toutes les 8 heures, 1 sur T0. Avec 3 pièces en encours constant, le cycle de chaque pièce est de 24 heures, et nous livrons 3 pièces toutes les 24 heures, soit toujours une pièce toutes les 8 heures. En extrapolant ces résultats, avec n pièces en encours constant, le cycle serait de n fois 8 heures, n fois T0, et nous livrerions n pièces toutes les n fois 8 heures, soit toujours une pièce toutes les 8 heures. Au passage, nous remarquons que la loi de Little reste valable. Prenons ces données et traçons les courbes correspondantes pour les comparer avec celles du cas idéal. Comme attendu, le cycle time du pire cas est nettement supérieur à celui du cas idéal. Et la pente du pire cas étant plus élevée que la pente du cas idéal, l'écart est grandissant à mesure que le WIP augmente. Mais ce que nous remarquons surtout avec le pire cas, c'est que quel que soit le niveau d'encours, le throughput est constant et au plus faible niveau possible, au niveau d'un WIP d'une pièce dans le cas idéal. Alors pourquoi on perd autant de capacité? Tout simplement parce que les postes de production sont régulièrement désamorcés par manque de pièces et nous perdons énormément de capacité. Il est intéressant de noter que dans le cas idéal comme dans le pire cas, il n'y a aucun phénomène aléatoire, simplement une différence de flux. Cette différence de flux se caractérisant par une différence de taille de transfert. Explicitons tout de suite ce qu'est une taille de transfert. Dans le cas idéal, nous avons un flux unitaire. Les pièces sont transférées une par une. Nous avons donc une taille de transfert égale à 1. Au contraire, dans le pire cas, nous attendons que tout l'encours soit fini à un poste avant de transférer d'un coup à l'opération suivante toutes les pièces accumulées au poste précédent. Nous avons donc la taille de transfert la plus grosse possible, une taille de transfert égale au WIP à l'encours total de la ligne. Les résultats du pire cas sont catastrophiques et ils nous mènent droit à la faillite. Nous ne pouvons en effet pas produire moins ni avoir des cycles plus longs. Et nous devons prendre conscience que ces résultats catastrophiques ne sont dus qu'à une mauvaise règle de flux, une règle pour laquelle nous avons augmenté la taille de transfert à son maximum. Et donc si on reprend notre raisonnement par l'absurde, si nous voulons atteindre l'excellence industrielle, il est nécessaire de faire le contraire, c'est-à-dire qu'il nous faut diminuer autant que possible les tailles de transfert afin de converger vers un flux unitaire.
Pour cela, par exemple, nous allons chasser les contenants qui imposent un nombre de pièces et dans la mesure du possible tendre vers des contenants unitaires. Nous allons nous assurer que la documentation ne nous empêche pas de transférer les pièces une par une en imposant par exemple un nombre de pièces par gamme. Nous allons vérifier que les caristes n'aient pas de problème de capacité et qu'ils n'attendent pas d'avoir plusieurs pièces pour les déplacer au poste suivant. Nous allons nous assurer que les pièces soient bien envoyées au fur et à mesure. Et ce qui est valable pour des pièces l'est également pour la documentation. Il ne faut pas attendre d'avoir entassé plusieurs documents pour les communiquer à la personne qui en a besoin. Pour conclure, pour améliorer les performances d'un secteur, la première chose à faire, c'est de nous éloigner du pire cas et donc d'aller sur le terrain, de visualiser les flux et d'identifier tout ce qui nous permettrait de réduire les tailles de transfert. Voilà, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez ces vidéos autour de vous. Pour ceux qui souhaitent être alertés dès la diffusion de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Prochaine vidéo dans laquelle nous nous attarderons sur la différence entre les tailles de transfert que nous venons de voir et les tailles de l'eau. Pour les impatients, je vous recommande de vous procurer 2 livres dont vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Le premier, c'est Le but de Goldratt. Il s'agit d'un roman sur le monde de la production et qui présente la théorie des contraintes. Selon moi, à lire absolument. Le second livre, Factory Physics, j'en ai déjà parlé, de Hoppe et Spearman, qui est en anglais et qui démontre mathématiquement toutes les notions que nous présentons dans les futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.